Toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet de cette édition, l'Assemblée nationale sénégalaise adopte une réforme constitutionnelle malgré une forte contestation de l'opposition et de la société civile. Le parti au pouvoir défend un texte qu'il juge conforme aux aspirations populaires. Les autorités sud-africaines renforcent le dispositif sécuritaire face à la montée des tensions xénophobes. Près de 25 000 immigrés ont déjà fui certaines régions du pays. Détroit d'Ormuz, l'Iran met en garde la France après la proposition de Paris de participer à des opérations de déminage aux côtés d'Oman dans cette voie maritime stratégique. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en titre, au Sénégal, l'Assemblée nationale a adopté ce lundi le projet de révision de la Constitution porté par le gouvernement. Le texte a été approuvé malgré les protestations de l'opposition et de plusieurs organisations de la société civile qui dénoncent une réforme susceptible de fragiliser les équilibres institutionnel. De son côté, le parti au pouvoir, le PASTEF, affirme que cette révision répond aux attentes des Sénégalais et s'inscrit dans la volonté de moderniser les institutions du pays. Suivons ensemble un extrait de vidéo. Un peu plus d'une heure après l'ouverture des débats, la séance plénière tourne à la mêlée. Abdoumbo, député de l'opposition, refuse de quitter le pupitre malgré les injonctions du président de l'Assemblée. Et des femmes, députées de la majorité, vont tenter de le déloger. Jusqu'à l'intervention dans l'hémicycle des forces de l'ordre. Au cœur des tensions, la proposition de révision constitutionnelle portée par le PASTEF. Pour certains membres de l'opposition qui ont boycotté la séance après l'évacuation d'Abdoumbo, ce texte vise à restreindre les prérogatives du chef de l'État et à instaurer un régime parlementaire. C'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Comment voulez-vous
qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer, même dans le cadre d'une commission d'enquête, un magistrat? Où se trouve la séparation des pouvoirs? Mais c'est inadmissible ce qui est en train de se passer dans ce pays. Parmi les autres dispositions controversées, l'interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique, mais aussi la limitation de la dissolution du Parlement à une seule fois par mandat. Mais pour les députés de la majorité à l'initiative du texte, ces mesures reprennent les recommandations du dialogue national de 2025 et des assises de la justice l'année précédente et reflètent la volonté populaire. On doit avancer, on doit aller de l'avant, on doit réformer. Parce que les Sénégalais nous ont élus pour ça. Les Sénégalais veulent des réformes dans leur écrasante majorité. C'est ce mandat qu'on va exercer en toute responsabilité, conformément à la Constitution. Après plusieurs heures de débat, le texte a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Les 129 députés présents ont voté en sa faveur. Une adoption sans surprise dans un hémicycle largement dominé par le PASTEF. Mais le bras de fer se poursuit. Par la voix du ministre de la Justice, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à soumettre cette réforme à un référendum. En Guinée, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le processus relatif au massacre du 28 septembre 2009. Les plaidoiries se sont achevées dans le deuxième volet de cette affaire emblématique. La justice a mis en délibéré le dossier du colonel Bienvenu Lama, poursuivi pour son implication présumée dans ces événements. Le jugement est attendu le 29 juillet 2026. Une décision très attendue par les victimes et les organisations de défense des droits humains. Suivant à présent. En Guinée, le deuxième volet du procès des massacres du 28 septembre 2009 touche à sa fin après 6 mois d'audience devant le tribunal criminel de Dixine. Les plaidoiries sont désormais achevées et la décision de justice est attendue le 29 juillet prochain. Lors de ce deuxième volet, c'est le colonel Bienvenu Lama qui était devant la justice. Poursuivi pour de multiples chefs d'accusation, notamment complicité d'abus d'autorité, meurtre, assassinat, viol, enlèvement et omission de porter secours. Le ministère public a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans de période de sûreté, tout en demandant la requalification des faits en crime contre l'humanité. Les avocats des parties civiles ont soutenu ces réquisitions et réclament des réparations pour les victimes. La défense, elle, demande l'acquittement, estimant qu'aucune preuve ne démontre l'implication de l'officier ni sa responsabilité au camp militaire de Kaleya au moment des faits. Dans ses derniers mots, Bienvenu Lama a réaffirmé son innocence et appelé le tribunal à dire la vérité. Ce procès s'inscrit dans la continuité de celui qui a conduit en 2024 à la condamnation de l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara pour crime contre l'humanité. En Afrique du Sud, les forces de l'ordre ont été massivement déployées ce mardi dans plusieurs secteurs sensibles afin d'empêcher de nouvelles violences à caractère xénophobe. Cette mobilisation intervient alors qu'une campagne hostile aux immigrés gagne en intensité. Selon plusieurs sources, près de 25 000 personnes ont déjà quitté certaines localités, accusées notamment de prendre les emplois des citoyens sud-africains. Les autorités appellent au calme et promettent de garantir la sécurité de tous les habitants. Rentrez chez vous, c'est le slogan favori des manifestants anti-immigration qui occupent les rues depuis plusieurs mois. En guise de répétition générale avant la journée nationale du 30 juin, plusieurs marches de quartier étaient organisées ces derniers jours, comme ici à Parklands dans la banlieue du Cap. Les militants exigent l'expulsion des sans-papiers. L'Afrique du Sud est chaotique. Tout le monde entre dans le pays et fait ce qu'il veut. Personne ne fait respecter la loi. Les gens se plaignent. Les gens sont vraiment frustrés. Face aux manifestants, la police a montré qu'elle était elle aussi mobilisée. Parade impressionnante. Toutes les unités seront déployées. Plus de 30 millions d'euros sont investis pour sécuriser ces marches. Même les sociétés privées de sécurité viendront épauler les policiers. Les autorités assurent qu'aucune forme de violence ou de pillage ne sera tolérée. Tout le monde a le droit de manifester. C'est un droit garanti par la Constitution. Mais cela ne signifie pas qu'on a le droit d'intimider ceux qui ne souhaitent pas manifester avec vous. Toutes les personnes vivant en Afrique du Sud, y compris les personnes sans papier ou en situation irrégulière, seront protégées. Ces propos ne suffisent pas à rassurer.
Les sans-papiers sont toujours plus nombreux à vouloir être rapatriés. Les groupes anti-immigration leur ont donné jusqu'au 30 juin pour quitter le pays. Devant le consulat du Zimbabwe, il en arrive tous les jours, car les menaces continuent. Cette famille vient de Robertson, à 150 km du Cap. Là-bas, à Robertson, ils ont menacé de nous tuer. Le propriétaire de la maison où on habitait est venu nous dire qu'ils allaient nous attaquer. Nous avons donc décidé de partir. Plus de 8500 migrants ont été rapatriés ces 10 derniers jours. Sous la pression de la rue, le gouvernement a promis de durcir sa politique migratoire. Les tensions en Afrique du Sud restent vives. Les tensions restent vives au Moyen-Orient. L'Iran a adressé ce lundi une mise en garde à la France après l'annonce de la volonté de Paris de participer avec Oman à des opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz. Téhéran estime qu'une telle initiative pourrait aggraver une situation déjà particulièrement tendue dans cette zone stratégique essentielle au commerce mondial des hydrocarbures. Suivons ensemble. À l'issue de sa rencontre avec le sultan d'Oman lundi, le président français a livré les contours d'une collaboration entre les deux États. Nous œuvrons ensemble pour la désescalade au Moyen-Orient. Nous avons décidé de collaborer conjointement en lien avec nos partenaires au déminage du détroit pour sécuriser les voies maritimes et garantir un passage libre et sans condition dans le détroit d'Ormuz. Une initiative pas du tout du goût de Téhéran, comme l'a fait savoir le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Selon l'accord d'Islamabad, le déminage est exclusivement effectué par l'Iran et par aucun autre pays. Et nous ne leur donnerions de toute façon pas la permission de le faire. La situation est sensible et complexe. Nous recommandons vivement à la France de ne pas la compliquer davantage par ces provocations. La situation dans le détroit d'Ormuz est donc toujours bien difficile à déchiffrer, tout comme l'état actuel des négociations. Du côté des États-Unis, Donald Trump affirme que l'Iran a demandé une rencontre qui se déroulerait dans les prochaines heures à Doha. La réunion à Doha sera peut-être importante, peut-être pas. Nous allons le découvrir, mais nous sommes en train de gagner militairement. C'est presque gagné militairement, je dirais. Selon la Maison-Blanche, les négociateurs Steve Witkoff et Jared Kushner sont en route pour le Qatar. L'Iran y aura aussi une délégation, mais précise qu'elle sera exclusivement technique et qu'aucune négociation avec la partie américaine n'est prévue. À Monaco, une explosion survenue dans le hall de l'immeuble résidentiel a fait 3 blessés ce lundi. Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme aurait déposé un sac avant de prendre la fuite quelques instants avant la déflagration. Parmi les victimes figurent l'oligarque ukrainien Vadim Ermoliv. Les forces de sécurité poursuivent activement leurs recherches afin d'identifier et d'interpeller le suspect. Le reportage. Les alentours de la place des Moulins à Monaco, bouclés par les forces de sécurité. C'est ici, dans un immeuble résidentiel situé rue du Révérend Père Louis Frola, le long de la frontière avec la France, qu'une explosion s'est produite lundi soir. Ces images, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent les pompiers à pied d'œuvre, évacuant une personne sur un brancard. Un voisin a assisté à la scène. Je suis sorti pour aller voir ce qui s'est passé. Il y a eu des hurlements, des pleurs de personnes par terre. Et puis je suis remonté. Mon père est venu nous chercher avec mon chien et je suis parti. L'explosion a fait 3 blessés, 2 adultes en urgence absolue et un adolescent de 13 ans en urgence relative. Selon plusieurs médias, il s'agit de Vadim Ermolayev, un oligarque d'origine ukrainienne, et de sa famille qui réside dans la principauté. Selon le parquet général de Monaco, un suspect a déposé un sac ou un colis contenant un engin explosif avant de rejoindre à pied la commune voisine en France. Une enquête judiciaire a été ouverte. Dans un communiqué, le prince Albert se dit sous le choc. Tous les services de l'État concernés sont actuellement mobilisés, en étroite coopération avec les autorités françaises. Plus que jamais, la principauté de Monaco demeurera unie et déterminée face à la violence et au crime. 23e fortune d'Ukraine en 2022, Vadim Ermolayev a fondé un conglomérat dans l'immobilier, l'agroalimentaire et la construction. Il est mêlé à de nombreuses controverses, notamment dans des affaires de blanchiment, et a été placé sous sanction par l'Ukraine depuis 2023.
Dernière actualité pour clôturer cette édition au Venezuela. 5 jours après le double séisme meurtrier, une nouvelle secousse a été ressentie ce mardi matin à Caracas. Si aucun décès supplémentaire n'a été enregistré, la population reste sous le choc. Le bilan provisoire fait état de plus de 1700 morts, tandis que des dizaines de milliers de personnes sont toujours portées disparues. Le reportage. Je me trouve dans la municipalité de La Guaira, qui est la zone zéro de ce tremblement de terre. Ici, sur plusieurs kilomètres, au moins 4 ou 5 kilomètres, les édifices qui font tout le front de mer se sont complètement effondrés. On peut le voir, ils sont complètement détruits, avec aujourd'hui peu d'espoir de retrouver des survivants. Les premiers survivants ont été sortis des décombres les premières 72 heures. Il y a encore des familles, des proches qui tentent sur place eux-mêmes de déblayer les décombres, avec bien sûr les secouristes vénézuéliens et internationaux. Mais aujourd'hui, 5 jours après le tremblement de terre, peu de chances de retrouver des survivants. Ce sont surtout les personnes décédées qui sont sorties des décombres. Aujourd'hui, on estime que le nombre de disparus a plus de 50 000 personnes. Donc le Venezuela n'a pas fini de chercher les victimes et de pleurer ses morts. Et voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.